Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette rencontre donc avec Christophe Blain, Johan Sfar et Mathieu Sapin. Merci à vous trois d'être avec nous aujourd'hui. Vous l'avez dit, pour cette toute première édition de BDRama dont Mathieu, tu es quelque part le parrain. Et si on vous a réunis tous les trois, c'est bien parce que vous avez beaucoup de choses à dire sur la bande dessinée et le cinéma, mais aussi parce que vous vous connaissez depuis de nombreuses années maintenant. Vous avez pendant plus de 10 ans partagé un atelier avec Riyad Satouf, également la SNBD, la Société nationale de bande dessinée. Johan, si je ne me trompe pas, c'est toi qui as créé cet atelier dans le 20e, c'était en 2002. Comment est-ce que vous êtes retrouvés tous les quatre? Avec Christophe, vous partagiez déjà un atelier. Comment est-ce que vous êtes retrouvés d'un seul coup avec Mathieu et avec Riyad, tous les quatre à partager cet atelier? Bonjour, merci d'être venu en pleine technoparade nous retrouver. Non, j'ai pas plus créé que les autres. En fait, moi j'étais élève aux Beaux-Arts il y a fort longtemps, en 94, et on m'a dit qu'il y avait un atelier de bande dessinée. Il était près de Beaubourg, il s'appelait l'atelier Nawak, et j'y suis arrivé à peu près en même temps que Christophe Blain. Et c'est là que nous avons rencontré des auteurs qui parfois étaient un peu plus avancés que nous et qui nous ont un peu servi de mentors, des gens comme David Bay, Lewis Trondheim, Émile Bravo, enfin ils sont nombreux, je ne vais pas tous les citer. Cet atelier est ensuite parti place des Vosges, où on a bénéficié d'une dispute familiale avant l'adjudication, où les gens arrivaient à louer pour pas cher un 100 mètres carrés place des Vosges. C'est devenu l'atelier des Vosges, à un moment où Marjane Satrapi et d'autres nous ont rejoints. Et quelques années après, cet atelier s'est à nouveau scindé. Et Riyad, Mathieu, Christophe et moi nous sommes retrouvés près de la place de la Nation. Et en toute humilité. C'est un peu toi qui nous a quand même. C'est Mathieu qui m'avait soufflé. J'en ai pas le souvenir. Si c'était moi, je l'aurais mis à Nice, cet atelier. Donc j'ai du mal à. Mais enfin voilà. Peut-être qu'il a créé le lien pour réunir effectivement, pour vous réunir tous les quatre. Moi, je connaissais bien le travail de Christophe et de Johan, et je connaissais pas Riyad. Et moi, je me souviens en tout cas que tu m'avais présenté Riyad, et voilà, tu nous avais proposé d'intégrer et après, on a créé la Société nationale de BD de manière très modeste. Et faut se donner du courage, faut se donner de la force. Et on s'est retrouvés du côté de Nation. Nation. Pour des raisons légales. C'était pas pour frimer, c'était pour des raisons légales. Il fallait qu'on ait une enseigne pour pouvoir louer le truc et tout. Il fallait qu'on soit une société civile de moyens. Et il fallait lui donner un nom. Donc il a bien fallu lui donner un libellé. On va bien évidemment parler d'émulation, de création, mais tu le disais, Johan, c'était dans le grand atelier sur France Inter. Tu disais que partager un atelier, ça voulait dire aussi de manière très pragmatique se serrer les coudes pour payer le loyer. Et Christophe, quand on préparait cette rencontre, tu me disais qu'il y a un côté, dans l'atelier, un côté camarade de combat. Et c'est un petit peu, on se soutient aussi dans les moments parce qu'effectivement, on a en tête les albums qu'on a lus, qu'on a aimés de vous. Il y a quelque part le côté, oui, ce sont des auteurs qui ont du succès, mais malgré tout, faut garder en tête que oui, c'est un métier qui n'est pas forcément tous les jours facile, et d'être ensemble en atelier, ça apporte vraiment ce côté de, oui, on est tous ensemble, et au-delà du fait de se lire, de se donner peut-être des conseils, le fait d'être tous ensemble, ça apporte quelque chose ici, et ça donne cette force pour continuer et se battre. Ah oui, on a partagé des moments bien pourris, oui. J'osais pas le dire comme ça. Non, ça n'a pas toujours été rose. Hein. Il y a des moments où c'était très très dur. Hein. On a bouffé de la vache enragée. Oui, c'est vrai. Hein. Non, mais c'est vrai que ça forge quelque chose, parce que oui, il y a des moments difficiles. Et oui, quand on n'est pas connu, même quand on est connu, c'est toujours difficile. C'est très difficile. C'est extrêmement difficile. Et c'est bien de ne pas être tout seul. Je sais par exemple que moi, si je travaille avec Mathieu maintenant, parce que moi j'ai beaucoup Johan et Riyad, par exemple, au bout d'un moment, ils me faisaient chier. Donc, je travaillais qu'avec Mathieu, parce qu'ils sont impossibles. Mais il faut préciser que je suis la personne la plus normale du quatuor. Oui, mais j'ai entendu Johan qui disait que oui, que a priori, Mathieu était très facile, mais que... Moi, j'arrive pas à travailler quand il n'est pas là. Et il est très souvent pas là, parce que, par exemple, ces derniers jours, il venait au Forum des images. J'étais tout seul à l'atelier. J'étais tout seul à l'atelier et je le vivais extrêmement mal, parce que toutes les 5 minutes, en fait, je le fais venir dans ma pièce et je lui dis, Mathieu, est-ce que j'ai fait, est-ce que c'est bien? Et des fois, il me dit oui, et des fois, il dit non. Souvent, il dit non, et je recommence. Mais c'est vrai, je raconte pas des conneries. C'est-à-dire qu'il me dit, ça, c'est pas bien, et je recommence. Des fois, je recommence une page entière sur laquelle j'ai passé 3 jours. Il me dit, écoute, il faut savoir ce que tu veux. Tu as un statut à tenir, c'est comme tu veux, ou tu la laisses comme ça, ou c'est comme tu veux. Et je me sens très très mal. Pendant une demi-heure, je peux rien faire.
On est au 5e étage, j'hésite à passer le balcon. Et puis finalement, je dis, bon, bah, allez, j'y vais, et je recommence. Et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de Mathieu Sapin pour travailler. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de venir vous voir, je crois, 2 fois dans l'atelier pour des entretiens. Et c'est vrai que les 2 fois, la première fois c'était Mathieu, c'était au moment du bouclage, je crois, de Gérard. Et ensuite c'était toi, Christophe, assez récemment pour Blueberry. Et à chaque fois, je vous ai entendu l'un l'autre dire attends, après quand on a fini, il faut absolument que je te fasse lire ça. C'est vraiment important vous connaissez encore une fois depuis très longtemps, vous avez confiance en le regard de l'autre et le fait que vous pourrez être sincères les uns envers les autres. Et c'est vraiment, c'est vraiment important dans votre travail, passé et présent. Avant d'être dans cet atelier, moi je travaillais chez moi et c'est vrai que c'est très difficile d'être seul avec son propre travail, d'avoir un avis sur ce qu'on fait. Et oui, le fait de travailler à plusieurs, mais même, j'allais dire aujourd'hui, l'atelier peut être virtuel aussi. C'est-à-dire qu'on se retrouve très souvent aussi avec Johan, ou aussi par le biais d'Internet ou quoi. Donc il y a quand même un espèce d'atelier qui reste virtuel. Mais le fait de montrer son travail et de s'exposer à des juges qui sont a priori plus sévères on ne peut pas faire plus sévère, c'est très bénéfique pour ce qu'on fait. Ouais. Et par exemple, tu as le souvenir d'un moment où justement, on a évoqué hier déjà le grand pas qui a été d'assister au tournage de Gainsbourg Vie héroïque et la sortie de Feuilles de chou, journal d'un tournage. Mais au-delà de ça, tu as le souvenir de moments particulièrement importants en termes de création où ils t'ont vraiment apporté quelque chose où ça aurait été complètement différent, ou en tout cas différent si tu ne les avais pas écoutés ou s'ils n'avaient pas été là. Bien sûr. En fait, au début de l'atelier, moi je faisais beaucoup de commandes pour la jeunesse. Et Johan et Christophe m'ont dit non, arrête, fais ce que tu fais. En l'occurrence, c'était Super Murgeman, je faisais des petites histoires. Et ils m'ont dit mais fais ça, c'est ça qui est intéressant. Arrête de pas de perdre ton temps, mais voilà, vraiment tu fais ça. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Johan, je citais tout à l'heure le grand atelier sur France Inter. Dans ce grand atelier, tu disais aussi que se faire engueuler par ses camarades, c'était extraordinaire et qu'il fallait, on était dans un échange et il fallait y aller. On parle beaucoup en ce moment de professionnalisation et de droit des auteurs et de tout ça. Je voudrais rappeler une chose importante, c'est que ce métier n'a jamais existé. Quand on voit les interviews de Sampé, de Fred, de tous nos ancêtres, ils sont arrivés tous à Paris comme des boxeurs dans des films classiques américains en se demandant comment on allait faire pour avoir de quoi manger avec ces dessins. Donc, dans mon cas personnel, c'était 93-94, j'étais étudiant aux Beaux-Arts. On me propose cette place dans l'atelier et moi, le contrat avec mon père était très simple. Il me payait le loyer de mon studio, mais il me payait rien d'autre. Donc, il fallait que je trouve. Et le prix de l'atelier, je me disais, c'est emmerdant, je ne peux pas me le payer. Et j'ai dit au bluff, je prends une place dans cet atelier. Et au bout de 2 mois, les petits travaux que je prenais, dont les autres ne voulaient pas, rembourser le loyer. Je ne suis pas très fier des choses que j'ai fait. J'ai fait des guides de massage pornographique. J'ai fait des plans de centrales électriques pour faire... Bien sûr, j'ai fait des plans de centrales électriques pour faire croire qu'elles ne polluaient pas. Et j'ai dû enseigner l'anatomie à des kinés qui m'ont viré au bout de 2 cours parce que je ne connaissais pas les noms des muscles. Et je reprenais parfois des petits boulots d'illustration. Et je me suis retrouvé à bosser chez Bayard, chez Fleurus, parce que parfois Émile ou David... Bon. Et là-dessus, Christophe, depuis que je l'ai connu... n'avait aucun respect pour rien, sauf pour ses pairs. Et il a toujours dit, la seule chose qui est importante, c'est la vie de nos pères. Et il y en a un qui est arrivé... On sortait tout de même de beaucoup d'isolement. On était les seuls dessinateurs de BD qu'on connaissait. Et tout d'un coup, il y en avait 10 dans le même endroit. Et celui qui a dit la chose la plus jolie, c'est Emmanuel Guibert, qui est arrivé, qui connaissait à peine Christophe, qui le découvre. Et un jour, Christophe lui montre un dessin et lui dit « Qu'est-ce que t'en penses ?» Et Emmanuel fait une toute petite remarque. Et là, devant nous, Christophe déchire le dessin et le met à la poubelle. Et ce jour-là, on a compris que dans ce monde de l'atelier... Quand l'un de nous dirait quelque chose à un copain, il y en tiendrait compte et le dessin finirait à la poubelle. Donc ça crée... D'abord, ça nous protège. Ça fait qu'en sortant de là, très honnêtement, quand j'ai fait le film de Gainsbourg, j'aurais pu me préoccuper de ce qu'allaient penser les fans de Gainsbourg, mais en réalité, je me préoccupais uniquement de ce qu'allaient penser mes copains. Donc ça me protège d'une certaine façon. Mais ensuite, ça crée des moments où il est nécessaire de se mettre à distance pour avancer sur quelque chose. Et ensuite, des moments où on demande aux amis ce qu'ils en pensent. Mais on accepte, dans ce compagnonnage-là, une immense vulnérabilité vis-à-vis de nos camarades.
Christophe, Joanne évoquait les premiers moments à l'atelier Nawak. Effectivement, c'est là que tu as rencontré David B, avec qui tu as fait ton premier album, en tout cas de bande dessinée. Ça a été aussi ces rencontres-là, d'un seul coup, d'être avec des gens que tu admires, que tu lis, et de prise de confiance aussi, d'un seul coup, parce qu'il y a effectivement, on disait la confiance en le regard, mais aussi la confiance de je peux le faire et j'ai envie de le faire avec ces personnes-là. Je ne les connaissais pas. David, je ne le connaissais pas. Je n'avais jamais lu ce qu'il faisait, Lewis non plus. J'avais pas envie de faire de bande dessinée, je m'en foutais complètement. Et c'est eux qui m'ont donné envie. J'ai découvert sur le tas. C'est-à-dire que j'ai découvert. Oui, c'est David qui m'a donné envie de faire de la bande dessinée. Enfin, j'avais essayé d'en faire un petit peu avant, mais j'y croyais pas. Ça m'intéressait plus. C'était une passion d'enfant et d'adolescent, mais jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Et je lisais très peu de choses. Enfin, c'était très ciblé. Je lisais pas. Plus petit, oui, mais après... Et c'est David qui m'a donné envie, et qui m'a donné un scénario qu'il avait écrit pour lui. Et on a réfléchi comme ça, et j'étais coaché par David et par Lewis Trondheim. Et Lewis Trondheim c'est une brute. Il est extrêmement méchant. C'est vraiment... Un Karate Kid, c'est le... Ah oui. Non, mais c'est... Lee Marvin est un peu léger à côté, je trouve. Enfin, je veux dire... Ou Lee Hermel, le sergent instructeur dans comment ça s'appelle, dans Full Metal Jacket, ouais. Comment? Hartman. Oui, le sergent Hartman, mais l'acteur s'appelle Lee Hermel. Mais oui, c'est une brute, mais on était à bonne école. Ah oui, c'était très très dur les débuts à l'atelier Nawak dont parlait Joanne tout à l'heure. C'était une fois qu'on est passé là-bas, c'est bon. On peut rentrer au commando Uber. T'as un type qui a été aussi déterminant pour chacun de nous, mais aussi pour Marjane Satrapi, mais aussi pour beaucoup de monde, c'est Émile Bravo. Émile Bravo qui est un grammairien de la bande dessinée, au sens où Buster Keaton est un grammairien du cinéma. Et toutes les phrases qui rendent aujourd'hui malade mes élèves aux Beaux-Arts, je les ai apprises chez Émile Bravo. Et ça se résume en 2 phrases, c'est « Qu'est-ce que tu as voulu dire ?» et « Je comprends rien ». Parce que, en général, le propre des jeunes artistes, et on est tous passés par là, c'est d'arriver avec des projets très ambitieux, etc. Et parfois, on ne se rend pas compte que ce qu'on donne au lecteur, on n'y comprend rien. Parce qu'il y a une nécessité grammaticale et il n'y a rien de plus compliqué à construire qu'un gag ou une émission, une chose. Et Émile, c'était le génie de ça. Et puis, si on veut parler de bande dessinée et de cinéma, le moment où a commencé ce mariage, c'est avec le cinéma muet. Parce qu'en général, quand les gens disent un storyboard de film et une BD, c'est la même chose. Heureusement que le port d'armes n'est pas autorisé, parce qu'il y aurait beaucoup de morts si on disait ça devant nous. Mais le moment où il y a un mariage, c'est dans le cinéma muet et dans la succession de petits gags qu'on retrouve chez Hergé, qu'on retrouve chez Spirou. Et Émile Bravo, le génie, c'est que même quand on arrivait avec des sujets très sentimentaux qui nous tenaient beaucoup à cœur, il le ramenait toujours au langage et à la grammaire. Et tu as très bien fait le lien, la transition vers le cinéma, mais je voudrais juste une toute petite précision avant. Je t'ai entendu dire, justement, on le disait tout à l'heure, que Mathieu, quand on le rencontrait, on se disait que c'était le plus normal, la personne la plus normale, mais vous avez ajouté, alors qu'il est encore plus cintré que les autres. Est-ce que tu peux préciser ? Je pense qu'avant le soir de sa disparition, personne n'avait rien à reprocher à Xavier Dupont de Ligonnès. Nous n'en dirons pas plus. Mais c'est intéressant parce que tu parlais de Lewis Trondheim, on en a parlé pas mal hier soir également dans ta masterclass, Mathieu Sapin, puisque c'est lui qui a initié le fait que tu ailles sur le tournage de Gainsbourg Vie héroïque. C'est lui aussi qui t'a dit à un moment, qui t'a dit de te représenter également dans la bande dessinée. On le voit, c'est vraiment des choses très importantes dans ton parcours. Lewis, c'est quelqu'un qui a multiplié les collaborations et qui aime créer des projets avec donc toutes sortes d'auteurs et d'autrices, d'auteuses, je ne sais jamais comment il faut dire. De meufs qui font de la BD. Pourquoi je suis allé sur ce terrain? Bref, avec de gens, d'artistes. Je me désolidarise. Et donc, en ce qui me concerne, oui, il a eu une influence très importante parce qu'il m'a... oui, je lui dois, je l'ai déjà répété, mais je lui dois de me retrouver aujourd'hui. C'est à cause de lui si je me coltine au réel et que je fais des bandes dessinées qui parlent du vrai monde. C'est Lewis qui m'a jeté là-dedans. Et donc avec cette bande dessinée, pour commencer, donc ça s'est fait comme ça, mais il m'a suggéré d'aller
d'aller traîner sur le tournage de Johan, et qui a bien voulu de moi et qui m'a ouvert grand les portes. Bon, c'était pratique, mais pour en faire donc un carnet dessiné qui est devenu Feuille de chou, et qui a par la suite amené plein d'autres projets un peu de ce type-là. De bande dessinée d'observation, de bande Voilà. dessinée documentaire. Et c'est Lewis aussi qui m'a en effet suggéré de créer un personnage, comment me représenter dans une BD, et qui m'a poussé à parler à la première personne dans une bande dessinée. Et pour tous ceux qui ont raté la masterclass hier soir, elle sera sur le site du Forum des Images. On en a parlé assez longuement justement de ce rapport au réel et de la bande dessinée documentaire que tu réalises. Mais ce que je ne t'ai pas demandé hier, c'est ce que tu avais appris de Johan en assistant au tournage, en suivant de bout en bout ce tournage. Est-ce que, alors que tu le connaissais déjà, est-ce que ça t'a révélé d'autres aspects de sa personnalité, ou en tout cas un autre rapport aux autres ? Je ne sais pas quel regard Johan a sur... Parce que c'est particulier de se voir représenté. Moi, c'est vrai que comme c'est un des personnages principaux de cette BD qui fait 500 pages, déjà, Johan est un personnage en lui-même. Donc, je le savais avant de le dessiner, mais par ce projet-là, c'est devenu encore plus vrai. Mais sinon, j'ai appris tout, parce que je ne savais rien de comment on fait un film. Donc chaque jour, j'apprenais quelque chose, mais c'était aussi quelque chose j'en ai un souvenir, moi, très, très joyeux, c'est génial d'aller quelque part et de se dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. J'étais un spectateur privilégié. Alors, il y avait des moments assez... c'est pas toujours, détendu, hein. Le tournage, il y a du stress, mais c'était toujours assez joyeux, parce que Johan, il a une manière je peux le dire, de un peu faire le clown aussi pour détendre l'atmosphère, et qui fait que il y avait une espèce d'ambiance de troupe qui était très plaisante à décrire. Et j'ai pas relu l'album depuis très longtemps, mais je crois qu'en tout cas il témoigne de ça. Johan, tu te souviens du moment où tu as eu l'album entre les mains, et du regard que portait Mathieu sur ce tournage, que forcément tu as vécu différemment, puisque quand on est réalisateur, on est dans 1000 endroits à la fois? Non, un réalisateur, c'est comme un lézard sur un mur, il doit être immobile et conscient de tout. Moi, je ne crois pas au médium, hein. Je ne crois pas à la spécificité de chaque médium. Je crois juste que quand on fait un livre, on raconte tout seul, et quand on fait un film, on a une envie très intime, on va passer par une machine à broyer avec 500 personnes, et le jour où on s'assied dans la salle, il faut qu'on revoie sa pensée intime. Donc la méthode qu'enseignait Fellini, il dit, à la seconde où j'arrive sur le plateau, il faut qu'il ne regarde et qu'il n'écoute que moi, parce que même quand j'éternue, ça doit faire partie du film. C'est pas moi qui le dis, c'est Fellini. Et donc le but, c'est d'inventer un spectacle. Et Eric Elmosnino disait la même chose quand il jouait Gainsbourg. Il disait, je te préviens, je ne joue pas pour ta caméra, je joue pour tous nos techniciens. Et les gens qui ont fait la créature, donc l'équipe de Guillermo del Toro, studio DDT Barcelone, m'ont dit, tous les monstres qu'on va te fabriquer seront pareils quand ils sont vus par nos techniciens et quand ils sont vus sur la caméra. Donc tout le principe d'un film, c'est que pendant le film de Gainsbourg, ça avait été 2 ou 3 ans de travail. Pendant 2 ou 3 ans de travail, je fais le clown pour que quand je fais un cauchemar, toute mon équipe fasse le même cauchemar. Et ce dont je suis le plus fier, et j'ai pas à en être fier, c'est le travail de Mathieu, quand je vois ses albums, c'est que je sais que dans des écoles de cinéma, on étudie ses livres pour voir ce que ça peut être un gros tournage de film français. Je redeviens syndicaliste pendant un petit instant. À l'époque où le film de Gainsbourg est sorti, c'était un moyen budget. C'était un film de 11 millions d'euros, pendant que le Lucky Luke faisait 30 millions la même année. Aujourd'hui, ces films-là ne sont quasiment plus possibles, avec des créatures, des machins, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on cherche un premier assistant qui sait faire une grande scène de foule, on ne les a pas. Ça se fait en Tchéquie parce que les jeunes premiers assistants de cinéma français n'ont pas eu des scènes comme on a eu dans le Gainsbourg. En tout cas, on en a eu très peu. C'est un des derniers films faits en France où on a eu le budget nécessaire pour faire du spectacle, pour faire une rêverie. Et à ce titre, Mathieu a été spectateur d'une ingénierie de cinéma français qui, aujourd'hui, malgré toutes les bonnes volontés, n'existe que sur des tournages à l'étranger. On va bien évidemment parler de vos films respectifs et de vos expériences avec le cinéma, mais j'aimerais qu'on revienne d'un mot peut-être au cinéma en tant
qu'inspiration, ou en tout cas à ce que le cinéma vous a apporté en tant qu'enfant, qu'adolescent, que jeune adulte, dans cette envie de à votre tour, raconter des histoires. On a pareil un petit peu parlé avec Mathieu hier, il y a différentes influences, mais j'aurais aimé savoir, les uns et les autres, si vous étiez très tôt des cinéphiles, et de quelle façon est-ce que le cinéma vous a donné envie, peut-être pas des envies de cinéma directement, mais en tout cas cette envie de créer des mondes et de raconter des histoires. Peut-être Christophe, j'ai pris quelques-uns des films dont tu m'avais soufflé le nom. C'est très gentil, toute la dernière ligne. C'est la ligne du bas. La ligne du bas, c'est moi, toi. C'est la ligne du haut. Ouais, moi c'est la ligne du bas, c'est moi. C'est bien, c'est tous mes films préférés, quasiment. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un mot peut-être de la façon dont ces réalisateurs t'ont accompagné ? Oui, je peux. Qu'est-ce que je peux dire ? Ça, c'est que des films sentimentaux en plus. C'est des films qui m'ont. Alors, c'est assez marrant parce que c'est des films qui sont des ovnis. Bon, celui-là est très, très. Un film qui était très célèbre. C'est celui qui a lancé la carrière de Robert Redford et qui est un western complètement atypique, qui est probablement un de mes films préférés. Les autres sont des films. Alors, celui-là, il est connu, mais celui-là est très connu, mais ils sont cultes, mais ils sont un peu bizarres. Ces deux-là ne sont pas très connus. C'est des films qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué à l'adolescence. C'est des films que j'ai dû voir genre dans des diffusions en deuxième partie de soirée à la télévision dans les années 80 et qui sont restés des films obscurs, c'est-à-dire que c'est des films que personne ne connaît. Et même s'ils sont faits par des réalisateurs très connus avec des acteurs, Jean-Paul Belmondo par exemple, c'est le film qu'il a fait qui a moins marché. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, ça a été considéré comme un échec. Il a fait 1,5 million d'entrées en 1967. Ça fait rêver. Ils se sont dit non, mais là, on s'est pas né là. Et c'est son plus beau rôle. Et Alain Delon, quand il avait vu ce film, il a dit, il était dégoûté qu'on lui ait pas proposé à lui. C'est vraiment un des plus beaux rôles. C'est un rôle dans lequel Jean-Paul Belmondo est complètement sinistre. Enfin, c'est pas qu'il est sinistre, c'est qu'il est froid. Il rigole pas du tout. Il fait pas de conneries, tac tac boum boum, tout ça. Il fait quelques cascades, mais c'est un personnage très dur, hein, très froid. Et c'est un film extraordinaire, très sec, il y a mon acteur préféré qui est Charles Denner, qui joue dans ces deux films. Non, voilà, c'est des films qui m'ont vachement marqué. Et après, ça me poursuit. Je sais que, par exemple, moi, j'aime beaucoup les films d'aventure et les westerns, mais j'ai besoin que ce soit des westerns sentimentaux. J'adore les films sentimentaux. Dans la littérature, c'est pareil. Quand on me donne un bouquin qui est censé raconter des histoires d'aventure, j'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas du tout, parce que j'écris des westerns, sous prétexte que j'écris des westerns. Je dis non, moi j'aime que les romans sentimentaux. Et mon film préféré d'ailleurs, c'est Le Bonheur, qui est un film extrêmement dur. C'est très très dur ce film, hein. Enfin, vraiment très étrange. Voyez-le, si vous l'avez pas vu, il faut absolument le voir. C'est un film tout à fait étonnant. C'est un très très grand chef-d'œuvre, mais qui est très peu connu, où tout est travaillé. Et il y a des images qui m'ont... Je pense à La Sirène du Mississippi, qui n'est pas... Enfin si, c'est une sorte de film d'aventure, d'une certaine manière, qui m'a inspiré tout un pan de Isaac le Pirate. Parce qu'on voit Jean-Paul Belmondo, il y a une image comme ça, qui m'est presque comme dans un rêve, il monte la façade d'un immeuble en plan séquence, comme ça. Et j'ai voulu raconter ça dans un livre. Robert Redford sur le toit d'un train, ça me poursuit encore la nuit. Je ne peux pas faire une... Dans une bande dessinée, je ne peux pas dessiner un train avec un mec qui marche dessus, je suis malheureux, il faut que je fasse ça. Mais tu ne peux pas dessiner une BD sans un train et quelqu'un qui marche dessus. C'est le truc qui me plaît le plus au monde. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est marrant parce que les bandes dessinées de Christophe sont complètement imprégnées de références cinématographiques. Oui, mais à tel point que ça en devient obsessionnel et en vieillissant, c'est de pire en pire. C'est-à-dire que tous les personnages que je mets sont des acteurs. Donc c'est pénible, hein, parce que même Joanne, il dit ça fait un peu chier, parce que ça sort de la lecture, on essaye de reconnaître qui t'a essayé de dessiner. Mais c'est vrai que par exemple dans la dernière bande dessinée que j'ai faite, que je suis en train de faire... Ah putain. Tout est calculé. Pardon, et que je fais avec Joanne, c'est marqué, c'est avec lui. Il n'y a quasiment que des acteurs, dont Charles Denner. J'ai réussi à mettre Charles Denner dedans. Et des acteurs de second plan dont personne ne connaît le nom aussi, mais que tout le monde a vu quelque part. Et quand tu dessines un album de bande dessinée, tu te replonges dans ces films, tu regardes à nouveau des séquences. Oui, parce que par exemple, quand je dessine un acteur, en fait, j'en ai besoin, parce que c'est comme ça que j'investis le personnage, je fais des recherches
sur l'acteur, sur tout, sur sa vie, et ça. Et j'ai un attachement terrible pour lui. Je me mets à m'intéresser à l'acteur d'une façon complètement obsessionnelle. Alors quand il y en a plein... Et tu dessines en écoutant les émissions de France Inter ou de France Culture? Oui, j'écoute, mais je les regarde pas seulement... Oui, je regarde leurs interviews, je cherche leurs interviews tout le temps, je les regarde en interview. Des fois, l'interview passe devant moi pendant que je dessine, parce que quand je dessine d'après photo, j'y arrive pas, c'est mou. Il faut que je vois des gens qui bougent et je les vois sous toutes les... Puis je m'en imprègne. Et ça se ressent dans ton dessin, parce qu'on le dit beaucoup de ton dessin. Et ce qui est vrai, c'est que c'est un dessin hyper dynamique et que tes personnages, on les voit bouger. Oui, mais c'est parce que je triche en faisant des dessins un peu flous, pour qu'on ne voit pas les imperfections. Donc les mecs, ils sont tout le temps en train de bouger, ils sont flous. Non, mais c'est vrai, je suis complètement imprégné de ça. J'ai besoin d'être dans une ambiance, j'ai besoin de le vivre. Je suis complètement obsédé en plus par les années 60. Donc je mets que des acteurs qui ont fait... Oui, je vis. Et il y a des gens qui jouent à ça avec toi, c'est-à-dire, j'imagine, des lecteurs qui viennent te voir et un petit peu au jeu de qui j'ai reconnu et qui je n'ai pas reconnu, ou finalement tu réussis à travestir suffisamment. C'est moi qui leur... Alors, vous avez reconnu, machin? Qui? Mais c'est surtout que les acteurs dont tu parles... Oui, c'est des mecs qui suis complètement inculte en cinéma, je n'en connais pas la moitié. Non, oui, c'est des mecs, c'est des types complètement... Enfin, c'est des acteurs complètement... Enfin, qui, pour moi... Ce qui m'ont marqué quand j'étais môme... Ernest Borgnine, moi, je ne savais pas qui c'était. Supercopter, vous le savez tous. Borgnine. S'il joue dans Supercopter. Non, Ernest Borgnine, un acteur absolument extraordinaire. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais Mathieu, c'est un fils d'intellectuel. Il n'avait pas le droit de regarder la télévision quand il était petit. Donc il y a plein de films qu'il n'a pas vus. Des grands films. Oui, des films fondamentaux. Il a vu vaguement Star Wars, mais limite, La mort aux trousses, il l'a pas vu. Depuis, il était une fois dans l'Ouest, il l'a vu la semaine dernière parce que je l'ai forcé à le voir. Enfin, ce genre de choses. Non, mais c'est vraiment impressionnant. S'il avait vu Indiana Jones, parce que ton père archéologue, ça parle d'archéologie, donc il avait vu Indiana Jones, mais en dehors de ça, c'est tout. Non, mais c'est assez marrant. Et des fois, il arrive dans l'atelier, il dit tiens, j'ai vu ce truc-là que tout le monde a vu à l'âge de 8 ans et demi. Mais c'est bien parce que c'est un plaisir renouvelé. Oui, ça permet d'avoir... Ou des fois, il dit je l'ai vu, mais pas en entier. Alors, ça me rend malade. Il a vu Butch Cassidy le Kid, il m'a dit oui, on voit ces deux beaux mecs, enfin ces deux gosses beaux qui attaquent des banques. Bon, puis c'est pas plus que ça. J'ai dit non, mais s'il te plaît, Mathieu, faut pas déconner. Non, voilà. Et le cinéma. Je préfère d'ailleurs le cinéma à la littérature parce que je suis tout le temps en train de me raconter des histoires. J'aime la littérature pour la beauté de la langue, mais en fait, je suis frustré parce que quand je lis un livre, j'imagine des choses, donc je puise dans ma banque d'images. Alors que le cinéma t'apporte des images pour ta banque. Ma banque d'images. Et j'ai toujours besoin d'avoir des images dans la tête, des images nouvelles, des images de la réalité, des images de tout, des images dessinées, des images photographiées. J'ai tout le temps besoin d'alimenter pour pouvoir me raconter des histoires en permanence, qui ne sont pas forcément des histoires que j'utilise dans mes livres. Des fois, c'est des histoires que je me raconte à moi tout seul pour m'endormir, pour me faire plaisir, des trucs complètement débiles. Tu coupes, Christophe, sinon il ne va pas. J'arrête. Johan, peut-être un mot justement. Est-ce que tu es de quel côté? Du côté de quelques films, mais pas plus que ça? Du côté de Christophe à emmagasiner plein de films depuis le plus jeune âge et d'avoir justement en tête toutes ces images et qui t'aident à nourrir ton travail. Voilà, quelle influence ou quel est ton rapport au cinéma? Moi, j'ai eu très tôt besoin d'images violentes où mettre mes cauchemars et d'images qui me faisaient peur. Donc c'est pas une envie esthétique, c'est une envie d'avoir des images sur mes cauchemars. Donc ça a l'air idiot, j'ai été traumatisé très petit par la danse des Indiens dans Peter Pan. Et après j'ai voulu voir des films d'horreur. Alors quand j'avais pas l'âge, mon grand-père m'achetait les revues de films d'horreur que je découpais. Et après, à partir de l'âge de 12 ans, il m'emmenait voir les films qui étaient même pour les plus grands. Donc mon savoir encyclopédique en cinéma, c'est le genre horrifique et c'est le genre noir. Et un peu plus tard, ça a été la pornographie qui m'a passionné de la même façon, parce que c'est un peu comme des tableaux de Francis Bacon ou des choses comme ça. J'avais envie d'images qui court-circuitent ce qui se passait dans ma tête et qui me choquaient. Maintenant, tout ce goût du sexe, de l'horreur, de la provocation, la catharsis, c'était le dessin, c'était la bande dessinée. J'ai jamais rêvé d'être réalisateur de cinéma. Moi, je pensais qu'une bande dessinée, c'était largement aussi puissant, puisque j'ai eu la chance de grandir à l'époque de Moebius, à l'époque de Liberator, à l'époque de Jack Kirby, à l'époque où la bande dessinée avait plus de moyens que le cinéma. On ne pouvait pas faire les Avengers à l'époque. Donc, j'étais très content avec les bandes dessinées. Pourquoi je suis allé au cinéma? Parce que
après avoir refusé 8 adaptations cinématographiques du Chat du Rabbin, mes éditeurs de chez Dargaud m'ont fait venir dans un bureau, m'ont dit « Johan, au bout d'un moment, soit il faut choisir quelqu'un, soit il faut que tu y ailles ». Donc j'ai accepté d'y aller. Et le film de Gainsbourg s'est décidé immédiatement après. Et alors pour être tout à fait honnête, ce qui m'excite le plus dans la réalisation d'un film, ça a l'air bête, c'est le côté chef de chantier. C'est le fait d'avoir une équipe heureuse, de tenir ses délais et de tenir son budget. Vous n'imaginez pas à quel point ça me plaît. D'avoir de bonnes relations avec chacun de mes techniciens et avec mes comédiens. De faire un casting également pour les techniciens. Pourquoi ? Parce que quand on est dessinateur, quand depuis toujours, finalement on a fait rire la classe, on a été un malin, Mathieu disait que je suis un personnage, mais Lewis est grincheux, alors en fait il a un grand cœur. Moi je fais des sourires pour qu'on me foute la paix. Moi je n'aime pas socialiser. C'est pour ça que tu nous as beaucoup souri. Je veux qu'on me foute la paix. Donc moi qui me suis toujours caché derrière mes dessins, quand tout d'un coup on me dit on va te sortir de là, tu vas avoir le Chat du Rabbin, c'était 500 personnes pendant 5 ans. Là, il y a avec le Gainsbourg, c'est 200 ou 300 personnes. J'ai envie que ça se fasse bien avec tous ces gens-là. J'ai envie qu'on tienne le budget et j'ai envie qu'on tienne les délais. C'est ça qui me rend, ça me rend prodigieusement heureux. Donc vous imaginez le drame où je suis actuellement avec le dessin animé de Petit Vampire. Ma société de production a déposé son bilan il y a 6 mois. Le film s'est arrêté. Heureusement, on a été racheté par un gars formidable qui s'appelle Aton Soumache, et il a eu l'intelligence de me remettre dans ce que je fais le mieux, c'est-à-dire la dimension artistique. Donc je suis maintenant entièrement réalisateur, et je m'occupe du Petit Vampire, et on est en train de le terminer. Mais ce qui m'a attiré dans la réalisation de cinéma, c'est le fait de travailler en équipe. Je suis profondément amoureux des acteurs et des actrices, et de tous les techniciens, parce que c'est des branleurs dans un autre style que moi. C'est des égoïstes dans un autre style. Moi, j'ai toujours été écrasé par mon nombrilisme, qui est en fait l'expression d'une espèce d'angoisse. Quand je rencontre des comédiens qui sont 10 fois plus égoïstes et nombrilistes que moi, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Mais vous n'imaginez pas à quel point les égoïstes sont des gens qui ne vous font jamais chier. Ils sont tellement préoccupés par leur cul qu'ils ne vous embêtent jamais. La personne qui va vous foutre le plus la paix, c'est un comédien. Et alors, évidemment, ils n'ont pas plus confiance en eux que moi-même. C'est un leurre, c'est un personnage. Mais voilà, moi, ce qui m'a plu, et j'en reviens au métier, c'est l'idée de découvrir un métier, de voir qu'on me laissait le pratiquer. Et je suis content parce que pour les 4 films que j'ai faits à ce jour, c'est-à-dire Gainsbourg, Le Chat du Rabbin, La Dame dans l'auto et Petit Vampire, j'ai l'impression que ça se passe bien. Et je parle du rapport au travail et du rapport aux équipes. Et par rapport à l'écriture même du film, que ce soit pour Le Poulain ou pour... Je parle de Gainsbourg parce que c'est le premier. Je sais que Mathieu, du coup, tu as travaillé avec un co-scénariste justement pour t'accompagner. Est-ce que vous étiez dans une certaine confiance parce que vous aviez l'habitude de raconter des histoires? Comment est-ce que ça se passe quand on devient d'un seul coup réalisateur et scénariste de cinéma? L'écriture cinématographique, moi je ne connaissais pas du tout, je ne l'avais jamais pratiqué, mais je sentais que j'avais besoin, je n'avais pas du tout envie d'écrire seul, au contraire j'avais envie de partager cette tâche, qui est à la fois un plaisir, mais en même temps c'est... Dans une bande dessinée, quand on écrit, en tout cas moi quand j'ai appris à faire des BD avec ces personnages à côté de moi, tout de suite c'est du dessin, c'est-à-dire que l'écriture est déjà dessinée. Et donc il y a déjà quelque chose qui apparaît et qu'on peut voir. Au cinéma, c'est très compliqué parce qu'on peut passer des heures, des jours et des mois à écrire quelque chose qu'on va détricoter et qui va passer à la poubelle. Donc c'est vraiment abstrait. Et le fait d'être tout seul dans cet exercice ne me tentait pas. Et donc j'avais très envie, et ça s'est vraiment très bien passé avec Noé Debré qui a écrit Le Poulain avec moi, pour ça, parce que voilà, lui pouvait m'apporter... c'était rassurant, quoi. Et c'est quelqu'un qui est très... je ne sais pas comment dire, on avait vraiment un travail très complémentaire, et c'était un vrai plaisir. Et par ailleurs, là, j'ai d'autres projets où, dans cette même démarche, je l'ai fait avec quelqu'un. Je n'avais pas envie d'écrire seul. Après, c'est chacun... je ne sais pas, Johan, comment tu vis le truc, mais... Bon, moi, c'est très compliqué parce que mon métier par rapport au cinéma consiste à écrire des films qui, en général, ne se font pas. Parce que donc, le film de Gainsbourg s'est fait grâce à l'argent de Universal, parce que c'était les seuls qui acceptaient qu'il y ait des monstres, qu'il y ait des marionnettes, et je ne voulais pas enlever mes marionnettes. Coup de bol pour moi, il a marché. Et dès que ce film s'est fini, je n'ai plus amené que des projets de ce genre-là. C'est-à-dire des projets où je me suis dit, je voudrais que ça puisse être un film de Guillermo del Toro ou de Tim Burton, donc il y a toujours des monstres, il y a toujours du fantastique, il y a toujours des vaisseaux spatiaux. Et
j'y travaille pendant 1 an, pendant 2 ans, et ça finit toujours par ne pas se faire. Et ça fait 10 ans que ça dure. Je refuse d'écouter les conseils d'écriture qu'on me donne. Je refuse d'écouter toutes les méthodes de cinéma qui sont du cacaboudin. Et c'est pas une erreur quand j'écris un livre. Les livres que j'écris, je fais exprès de les faire comme ça, avec leur étrangeté, avec le sentimentalisme, avec les choses. Moi, j'aime mieux Buñuel que l'abruti qui écrit il y a une méthode pour faire l'écriture. Donc, je pense que j'ai raison. Je pense que j'ai raison d'écrire 10 films, même s'ils ne se font pas. Et j'en ai eu la confirmation il y a quelques semaines, quand je prenais un verre avec Guillermo del Toro. J'ai pas le droit de nommer la licence sur laquelle il travaillait, mais il a travaillé sur une licence pendant 3 ou 4 ans. Et les gens qui payent lui ont demandé un changement important sur l'histoire. Et il a dit non. Et on lui a dit, mais vous savez que si vous n'acceptez pas ça, le projet ne va pas se faire. Et il a dit, je préfère, parce que dans ma tête, il est parfait. Et vous allez juste abîmer quelque chose qui est plus sacré que tout, ce sont mes rêves. Et j'ai eu, quand on se demande pour qui on travaille, moi j'ai toujours travaillé pour des morts. Vous ne pouvez pas me vexer, vous ne pouvez pas me faire de peine, et malheureusement, vous ne pouvez pas non plus me faire plaisir. Quand vous recevez une de mes histoires, je vois avec mes élèves, quand je leur dis c'est super ou c'est de la merde, c'est exactement la même chose. Moi, ce qui m'importe, c'est je pense à Hugo Pratt, je pense à Fellini, je pense à ma maman, je pense à mon grand-père, et je ne saurai jamais. Donc, personne ne peut me faire changer ma manière d'écrire. J'aime Kurosawa, j'ai l'impression que j'ai compris Kurosawa, peut-être que j'ai rien compris, mais c'est ça qui me fait lever le matin. Donc je vais continuer à faire pareil, et ce que je pense profondément, c'est que soit mes films se feront jamais, soit tout d'un coup, quelqu'un va accepter de m'en mettre 10 d'un coup en chantier en disant on a compris ce que tu veux faire. Et sinon ça fera des livres, et moi ça tombe bien parce que les livres j'aime ça tout autant. Et tu parlais des comédiens. Dans une des grandes différences, effectivement, enfin il y en a énormément, mais entre la bande dessinée et le cinéma, c'est bien évidemment qu'il y a des comédiens qui incarnent les personnages. Et c'est quelque chose qui, Mathieu, on en parlait hier, qui, encore une fois, il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire, tu me disais, voilà, la bande dessinée, c'est pas un marchepied pour atteindre le cinéma. Le cinéma, c'est pas d'un seul coup, ça y est, on a atteint le sommet. Mais ce sont 2 manières de raconter différentes. Tu ne fais pas les mêmes choses. Tu ne fais pas des documentaires au cinéma alors que tu fais des bandes dessinées documentaires. Et il y a la force de ces comédiens qui, de toute façon, tu ne peux pas contrôler. C'est-à-dire l'émotion que va te procurer une Alexandra Lamy que tu vas filmer, tu ne peux pas tu peux peut-être un petit peu l'anticiper, mais ça t'apportera toujours quelque chose d'un petit peu différent de ce que tu attendais. C'est ça qui te plaît dans le cinéma. Ça rejoint finalement ce que disait aussi un petit peu Joanne dans le fait de travailler en groupe, mais c'est le fait qu'il y a des choses qui vont t'échapper nécessairement et que ce sera peut-être pour le mieux. Oui, quand on fait de la bande dessinée, on a tendance à se connaître et c'est difficile de se surprendre. Donc on a tendance... Enfin, on lutte pour essayer de se mettre en danger. Enfin, je ne sais pas moi, en tout cas, je ne sais pas vous comment vous gérez, mais pour ne pas refaire toujours la même chose. Pour le refaire, mais d'une manière un peu nouvelle, un peu. Et au cinéma, il y a forcément beaucoup plus d'accidents parce qu'on travaille avec des personnes et que parfois ça peut donner des choses très heureuses, parfois plus déroutantes ou inattendues. Mais c'est assez agréable aussi ça, d'accepter que les choses, on essaie de contrôler au maximum, mais il y a aussi des choses qui peuvent être belles et qu'on n'avait pas prévues, et comme d'autres qui peuvent être qu'on n'avait pas prévues non plus, qui sont pas forcément conformes à ce qu'on imaginait, mais ça m'a plu de me retrouver dans un dialogue, en fait, tout simplement. Mais de toute façon, enfin, je trouve que le luxe absolu, c'est de pouvoir faire les deux, c'est-à-dire d'avoir la liberté que propose la bande dessinée et puis une espèce voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très intime et aussi de pouvoir faire des aventures collectives comme un film. Ouais. Christophe, tu n'as pas encore réalisé de film. Quai d'Orsay a eu une adaptation. Néanmoins, au cinéma, tu écoutais Joanne, tu écoutais Mathieu. Quand on discutait, tu me disais que, et on a entendu ta passion pour les films, la façon dont ils avaient imprimé ton imaginaire, que voilà, c'était pas forcément quelque chose que tu irais chercher, mais qu'effectivement, c'était peut-être l'art le plus total, en tout cas quelque chose qui voilà, a une puissance de frappe que malgré tout n'a pas la bande dessinée. Quel est ton rapport aujourd'hui au cinéma et à tes envies ou non de, à un moment ou un autre, voilà, tenter une expérience telle que Joanne ou Mathieu ont pu tenter? Le cinéma, tu ne demandes pas à faire du cinéma. Tu demandes pas, tu dis pas tiens, je veux faire du cinéma. Je peux faire du cinéma, tu demandes pas. C'est le cinéma qui demande et tu le fais dans des conditions, voilà, c'est tout. Et c'est très compliqué
C'est-à-dire que pour des gens comme nous, qui sommes, comme le disait Mathieu, très libres dans notre travail, on a la chance en plus, nous, d'être particulièrement libres. On appelle l'éditeur, on dit tiens, je veux faire ça, il dit d'accord, et puis voilà, c'est tout. Après, c'est là que les problèmes commencent, mais généralement, les problèmes, ils sont entre nous et nous. Voilà, il y a peu de problèmes avec l'extérieur. Il y a peu de négociations. Il y en a un petit peu. Il peut y avoir des interférences, mais elles sont minimes. Dans le cinéma, ça n'est que ça. Moi, en plus, j'écris des histoires d'aventure. Donc, des histoires d'aventure, ça coûte cher, c'est compliqué, c'est des gros budgets, c'est des trucs en costume. À une époque, je me disais, mais je voudrais les faire de manière stylisée, avec des décors peints. On m'a dit oui, bon, genre Jean-Christophe Averty. Moi, j'adorerais, hein, mais bon. On parlait des tournages des films de Joanne. Il y a un truc qui est très particulier sur les 2 films. Moi, j'ai été figurant. T'as joué dedans ? J'ai joué dedans. J'ai joué un cadavre. J'ai joué un cadavre qui avait la moitié de la tête défoncée et qui était sur des photos à moitié à poil aussi. Il y avait une mamure de photos. Non, ce qui était super dans ces tournages, non, c'est vrai, c'est super. Il y a un truc qui était vraiment incroyable dans ces tournages, c'est que les tournages étaient vraiment marrants. C'est-à-dire qu'il y avait des accessoires, il y avait des décors, il y avait des costumes qui étaient vraiment goûtus. Moi, par exemple, j'ai tourné une scène dans Gainsbourg, il y avait un nazi. C'est pas tous les jours qu'on tourne un film. C'est mon petit cousin. Il y avait un nazi, il dessinait une fille à poil, donc il y avait une fille à poil, il y avait un nazi, il y avait une actrice qui était formidable, très belle, elle était nue. On la dessinait. Moi, je faisais la doublure main du nazi qui dessinait. Je faisais la cascade. C'était pas mal. J'ai fait son dessin. Et moi, j'étais Cliff Booth, tu sais, mais dessinateur. Et voilà. Donc ça, c'est des tournages qui sont très, très, très amusants. T'as des voitures aussi des fois sur tes tournages. T'as des armes à feu, des trucs de cinéma, quoi. Des vrais décors. Ça, c'est sur Quai d'Orsay, c'était formidable parce qu'il y avait Bertrand Tavernier qui faisait le con tout le temps et qui était un vrai sketchman, mais et puis les acteurs étaient vraiment très très sympas. Et puis on avait accès au tournage, ce qui est très rare. On pouvait venir quand on voulait. Et donc c'était très, mais c'était moins goûtu. Il y avait pas, c'était des types en costume. C'était la vie de tous les jours. On s'était filmé dans la rue, on s'en foutait. C'était l'atmosphère qui était marrante. Voilà, je parlais des films Joanne qui étaient vraiment, c'était du spectacle. Le tournage en lui-même était un spectacle. Dans La femme dans l'auto, il y avait des années 70 qui étaient reconstitués avec des accessoires incroyables. On touchait les trucs, on y était vraiment. C'était très émouvant. Qu'est-ce que je disais ? Voilà. Non, le cinéma, c'est quelque chose de très compliqué. Moi, on a tous eu des propositions de cinéma. Dès qu'on fait un truc qui marche un petit peu, il y a des producteurs qui te tournent autour, qui te proposent. Et puis, les premières fois que ça t'arrive, tu fais « Ouais, super, on va proposer un film. » Et puis, quand c'est la 10e fois, tu dis « Oui, bon, bah écoute, j'attends que tu me rappelles. J'ai autre chose à foutre. Tu permets, je finis ma page. Et puis, si tu viens me voir. » Et voilà, c'est tout. C'est le cinéma, Mais pour revenir à ce qu'on disait, en fait, ce qui compte avant tout, c'est de raconter des histoires. C'est-à-dire que ce qui va mener, ce qui guide, c'est de raconter des histoires. Et finalement, à partir du moment où on a à cœur de raconter une histoire, qu'on y tient vraiment, qu'on essaye de la rendre compréhensible, ce qui est extrêmement difficile, parce que on ne sait pas si notre histoire est compréhensible. Des fois, on manque de recul, on est tellement dedans, donc on a besoin de la faire lire, on a besoin de l'éprouver. De l'éprouver avec des acteurs, d'ailleurs, c'est absolument génial, parce que de voir des gens qui se l'approprient et on voit si ça marche, et puis ça marche d'une manière qu'on n'avait pas prévue. C'est exactement ce que dit Mathieu, c'est de raconter des histoires. Voilà. Et je pense qu'à partir de là, c'est ce qui est le plus dur. L'histoire, écrire une histoire, est la partie qui est la plus difficile, à mon sens, dans le fait de faire des... Tu parles du cinéma, par exemple. Le cinéma a besoin, pour fonctionner, c'est une industrie, il a besoin d'avoir beaucoup d'histoires. C'est pour ça qu'il va chercher dans la littérature. Le cinéma est un vampire. Et de plus en plus dans la BD. Et la bande dessinée étant devenue plus adulte, et ayant une diffusion un peu plus grande. Au départ, la bande dessinée était faite pour les enfants, et plus particulièrement pour les petits garçons, essentiellement. Bon, un petit peu pour les petites filles, mais après, c'est devenu mixte, c'est devenu adulte, etc. Donc le cinéma s'y intéressait. Il s'intéressait aussi, voilà, il a vu que ça marchait. Donc le cinéma a besoin d'aller chercher comme ça, parce que les réalisateurs ne sont pas forcément scénaristes.
très peu d'ailleurs le sont. Et la chose la plus dure, c'est le minerai qu'il faut extraire et qu'il faut ensuite tailler, c'est les histoires. Et c'est très très difficile. C'est la partie la plus difficile d'écrire des histoires. Je vois, Joanne, que tu opines. Oui, il y a une évidence, c'est vraiment l'éléphant dans la pièce dont on ne parle pas quand vous parlez du marchepied de la bande dessinée vers le cinéma. C'est que la bande dessinée vit un âge d'or. Il ne se passe pas un mois sans qu'on découvre aux États-Unis, au Japon ou en France une bande dessinée qui nous émerveille, qui nous permet de nous dire on a l'impression qu'il y a une nouvelle génération toutes les 2 semaines, on a l'impression qu'on n'en finit pas de découvrir ce médium, au moment où le cinéma tel qu'on le connaît ne présente plus le moindre intérêt, on est au-delà du crépuscule. Non mais c'est pas méchant ce que je dis, c'est une réalité. Le cinéma qu'on va voir en salle en payant 10 €, aujourd'hui ne peut diffuser soit que du très gros budget qui relève du film publicitaire, c'est-à-dire qu'il faut que ça plaise à tout le monde, soit du film tellement confiné, tellement de niche qui relève, qu'on le veuille ou non, de l'entre-soi. En tout cas, ces 2 cinémas, qu'il s'agisse du cinéma intime, avant-gardiste ou du cinéma soi-disant populaire, ont tourné le dos au monde et ont tourné le dos à ce qui pourrait être l'évolution saine d'un médium. On est dans quelque chose de moribond. Aujourd'hui, l'écriture vive en audiovisuel, on peut le déplorer, elle est en télévision. La preuve, quand vous regardez en l'espace d'une semaine Euphoria, Miss Maisel, The Boys, aucun de ces 3 programmes n'est possible au cinéma. Miss Maisel parce qu'il n'y a que des juifs, The Boys parce qu'ils sont méchants avec les super-héros, et Euphoria parce qu'il y a de la drogue et on ne va pas comprendre. Voilà. Donc, un médium dans lequel on ne peut pas dire le monde est un médium moribond. Donc aujourd'hui, le cinéma, il n'a pas disparu du tiroir caisse parce qu'il y a des confiseries, mais je ne peux pas imaginer qu'un jeune rêve de faire ça. Je ne peux pas imaginer qu'un jeune rêve de faire les Avengers, et je ne vais pas citer les films que promeut France Inter tous les jours, mais je ne peux pas imaginer qu'un jeune rêve de faire ce cinéma-là. Un jeune aujourd'hui, il rêve de faire Miss Maisel ou Euphoria ou The Boys. Pourquoi ? Parce que c'est une parole libre, créative et inventive. La parenté entre cette écriture-là et l'écriture de bande dessinée, elle est extraordinaire. Ce qui se passe en ce moment en série télé, ça n'a rien à voir avec le cinéma, ça a à voir avec les dramatiques radio dont Woody Allen parlait dans Radio Days. Et c'est l'art du feuilleton. Et c'est Paul Féval, et c'est Alexandre Dumas. Et ça tombe bien parce que l'écriture de bande dessinée, quelle qu'elle soit, même quand on annonce un one-shot, c'est toujours du feuilleton. Et je suis ravi que ça se passe comme ça. Moi, quand je vais au cinéma, je vais voir un grand malade et je vais voir si on peut s'amuser avant qu'il crève. Non, mais c'est-à-dire que, pour le dire différemment de ce que dit Joanne, c'est-à-dire que par rapport à le cinéma n'a plus le même statut qu'il avait, et en fait, comme on est dans un monde de surproduction de tout, de bande dessinée, de livres, de tout ce qu'on veut, on surproduit de tout, enfin, voilà. Finalement, il n'y a pas quelque chose qui est fait un peu pour tout le monde. C'est pour il va y avoir pour une catégorie de gens qui vont être abonnés à certaines chaînes de streaming, puis à d'autres, dans lesquelles on va pouvoir se permettre, parce qu'on sait qu'on s'adresse à quelqu'un, mais il n'y a plus vraiment de choses où on s'adresse à tout le monde, comme quand je parlais par exemple de l'époque du voleur, le film de Louis Malle avec Jean-Paul Belmondo, qui avait fait 1,5 million et qui était un échec. À l'époque, les gens allaient voir une œuvre audiovisuelle, ils allaient au cinéma. Ils allaient au cinéma et tout le monde allait au cinéma. Et les films, Jean-Paul Belmondo, à partir des années 70, dès qu'il faisait un film, même si, d'ailleurs, les mecs se gênaient pas, ils se cassaient pas vraiment beaucoup les pieds pour. Ils faisaient n'importe quoi. Ils faisaient 3 millions, 5 millions, je ne sais pas combien de millions d'entrées. Il n'y avait aucun effort à faire parce que tout le monde savait que c'était Belmondo, on allait le voir, on ne se posait pas la question. Maintenant, c'est plus comme ça. On ne peut plus avoir ça par la pléthore de production. Et c'est vrai que le cinéma, qui est quand même un art total et monumental, ne serait-ce que par sa taille, ne serait-ce que par le côté, il y a vraiment un côté, et puis les salles, comme une salle de théâtre, c'est un spectacle comme le cirque, il y a quelque chose de vraiment... Il ne s'adresse plus à tout le monde, il s'adresse à des gens, c'est vrai qu'on peut prendre beaucoup plus de risques, parce qu'on va être sur une chaîne de streaming où les gens vont choisir leur programme, qui va être destiné à être plus ou moins une niche, qui va être plus ou moins importante, et si cette niche rapporte, si ça représente suffisamment de gens, mais c'est plus quelque chose qu'on partage et qu'il y avait autrefois. Mais c'est des choses qu'on n'observe pas seulement dans le cinéma, mais le cinéma est très représentatif parce qu'effectivement, c'est l'art qui est au-dessus des autres parce que c'est le plus fascinant, c'est celui qui a le plus grand pouvoir hypnotique. C'est un art total parce qu'il ramène tous les autres arts à lui. Il ramène l'écriture, il ramène l'art de l'image, la composition, la musique. Il ramène... Oui, voilà, c'est une espèce d'art total.
on se pose toujours la question de qui paye. Tu as une sociologie inversée qui est formidable, c'est que la bande dessinée, c'était un mode d'expression pour enfants qui enfin s'adresse à tous et à toutes. Le cinéma, c'était un mode d'expression familial et pour adultes. C'est pour ça que Fellini marchait à une certaine époque. Aujourd'hui, le moteur économique du cinéma, c'est l'enfant et c'est l'adolescent. Ça veut dire que si l'enfant ou l'adolescent risque d'être choqué ou risque de ne pas aimer, ça ne va pas passer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le cinéma pratique une autocensure qui est la même de celle de la presse catho ou la presse belge de l'après-guerre. Et ça, si on ne s'en rend pas compte, si on ne se rend pas compte que la soi-disant diversité des Avengers, c'est juste du marketing, c'est de l'ouverture à rien du tout, c'est juste une manière de dire payez tous votre billet, c'est la presse catho d'après 44. C'est la censure pour moi, c'est ça. Et en BD, c'est extraordinaire, on découvre qu'il existe des femmes, on découvre qu'il existe des grandes personnes, c'est formidable. C'est un mouvement inverse. Lisez des bandes dessinées. Peut-être non, mais ça marche déjà tout seul. Juste un mot, parce qu'il est déjà 6h30. Christophe, les cinéphiles connaissent peut-être aussi également, peut-être et sans doute ton trait, parce que tu as réalisé plusieurs affiches de films, dont la très belle affiche de la tournée, les autres aussi également. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier à réaliser des affiches de films? J'imagine qu'il y a énormément de contraintes. J'adore ça. Qui sont... Non, j'adore ça. J'adore ça. J'adore faire des affiches. J'ai fait beaucoup d'affiches et pas seulement des affiches de films. J'adore le travail d'affichiste. J'adore le travail de graphiste. J'ai un peu aussi une formation de graphiste, donc j'adore travailler avec des graphistes. Donc l'affiche, particulièrement l'affiche de cinéma, a quelque chose. Elle est faite pour être monumentale. C'est fait pour être sur des colonnes Maurice, c'est fait, etc. Donc c'est de travailler le. Non, j'adore ça. Hein. À chaque fois, la première, c'est Mathieu Amalric qui m'avait demandé de la faire. Et j'avais passé un temps fou parce que je m'étais trouvé une responsabilité terrible. Et c'est toujours des films que j'ai voulu défendre en plus. J'ai aimé les films. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est des trucs, à l'exception de un qui était vraiment pourrave. On le dira pas. Est-ce que je l'ai mis ou... Enlève-le. D'accord, je repasse sur celle-là. C'est un des pires films que j'ai jamais vu de ma vie, mais c'était quand même très bien payé. Et puis écrire Gus et le dessiner, ça prend beaucoup de temps. Donc entre-temps, faut gagner un peu d'argent. Et c'est tous des films que j'ai adorés. Et puis j'imagine aussi de voir, quand c'est des réalisateurs justement que tu aimes, d'avoir quelque part, il y a ton dessin apposé avec le nom d'un réalisateur et un film que tu aimes. Non, mais le travail d'affichiste, c'est un travail un peu à l'ancienne que j'adore. C'est très agréable de faire des trucs un peu jazzy comme ça. Puis à chaque fois, comme c'est des vrais acteurs, je représente les acteurs, je m'attache à ce qu'ils soient... très immédiatement reconnaissable et en même temps vivant, que ce ne soit pas un dessin hyper réaliste. Et le premier, c'était Mathieu que j'avais dessiné comme ça. C'était très, très, très amusant de Et tu avais fait plusieurs essais avant de réussir à trouver en fait, c'était parti... Non, mais j'avais fait une bande dessinée sur son tournage. J'avais été sur son tournage. C'était une commande qui m'avait été faite par le magazine Première. J'avais fait une petite dizaine de pages sur son tournage. Et lui aussi, c'était un tournage tourné. C'était parce que c'était... la journée de tournage était un vrai spectacle. En fait, on avait un spectacle en temps réel des artistes de burlesque, et lui filmait à la fois dans la salle et ce qui se passait dans les coulisses. Et donc les gens les figurants étaient des gens qui étaient des vrais spectateurs, qui assistaient. Ils étaient payés en étant spectateurs. Et les spectacles de burlesque sont faits pour finir dans une espèce de délire. C'est-à-dire que ça met tout le public en délire et ça marche. C'est des spectacles vraiment extrêmement, je sais pas comment dire, ça rend extrêmement joyeux. Et c'est ce qui s'était passé. Donc à la fin, les gens, la liesse qui était dans le film était tout à fait réelle. Hein. Elle était pas du tout jouée. Et c'était très marrant. Et puis j'avais eu contact avec toutes les actrices qui étaient complètement, elles étaient toutes folles. Et l'acteur, parce c'est une troupe où il y avait 6 femmes et un homme. Et ils étaient tous adorables, complètement. C'était des vrais frics, mais hyper marrants, hyper drôles. C'était des artistes de cirque, en fait. Et à chaque fois, c'était un souvenir. C'était parce que j'étais baigné dans le film pendant très longtemps. Je le regardais, et je le défendais. Le fait de faire l'affiche, j'avais envie de le défendre. Il y a une affiche que j'aime particulièrement. C'est un petit film qui s'appelle La Vanité de Lionel Bayer. Désolé, il est sur le même. Si, c'est celui-là. J'aime beaucoup ce film. J'aime beaucoup ce film. Et j'étais assez copain avec le réalisateur. Celui-là est un peu moins bien. Celui-là, il est un petit peu moins bien. Mais ce qui était marrant, alors si celui-là, l'affiche quand même était assez marrante à faire parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs et c'était de faire une affiche à l'ancienne. Alors ce qui était très drôle, c'est qu'il y a une rivalité entre Samuel Benchetrit et Mathieu Amalric. Samuel Benchetrit voudrait être sur le même créneau que Mathieu Amalric. Et Mathieu Amalric, quand j'avais fait l'affiche du film, on avait regardé, puis on avait sorti l'affiche d'Amarcord.
qui est une affiche faite par un dessinateur italien qui a un côté très bande dessinée avec cette grosse femme. Et c'était un exemple. Et Samuel Benchetrit, quand il avait fait ce film, il m'est sorti le truc d'Amarcord. Pour le faire chier, je lui ai dit « Ah, c'est marrant, c'est la même idée que celle de Mathieu Amalric. » Ça ne lui a pas plu du tout. Mais ce qui était très marrant, c'était de dessiner tous les acteurs et qu'ils soient vraiment reconnaissables. Je ne me suis pas trop mal tiré, on les reconnaît quand même. Et c'est de faire une affiche à l'ancienne, qui a un côté très 70s. Et il y a des codes à respecter j'imagine qu'il y a des... Oui, mais on les acquiert instinctivement parce qu'on voit comment ça fonctionne. Et puis le travail de graphisme est très codifié, effectivement. Donc il est moins compliqué à la limite que pour un livre. On sait qu'il va y avoir les crédits qui courent en dessous, qu'on a plutôt tendance à mettre le titre en dessous pour être plus monumental, alors qu'au-dessus, ça fait plus livre. On a plus l'impression que c'est une couverture de livre, on a plus l'impression que c'est une affiche. Et ça ne veut pas dire la même chose, etc. Mais c'est des choses qui viennent très vite. C'est un travail que j'aime beaucoup, beaucoup. Je le fais un petit peu moins ces derniers temps, mais j'en ai fait pas mal des affiches. Mais j'ai fait des affiches pour d'autres choses aussi. Et j'adore ça. Et il y a un travail sur la couleur aussi, là, qu'on voit qui est très fort. Tu parlais de la vanité, on voit dans le tournée aussi. Oui, j'essaye de faire Oui, que ça soit des... Parce que c'est fait pour être sur du mobilier urbain. Donc c'est fait pour être vu d'une manière particulière. Puis mes influences d'affichistes, c'est des affichistes justement qui travaillent là-dessus, sur des codes couleurs très forts et d'être en même temps dans un mélange d'un dessin un peu... Parfois qui peut avoir des aspects un peu naturalistes et puis en même temps avoir... des côtés, des codes couleurs je sais pas, la Savignac, quoi, des choses comme ça. J'aime beaucoup. Ça, c'était une affiche qui était... Et le réalisateur m'avait dit, je dis c'est marrant, ça me fait penser à Vallotton et à... Voilà. Et il m'a dit, mais oui, mais c'est exactement ça, les peintures... C'était un Suisse, il m'a dit, mais oui, c'est comme ça que j'ai fait les décors, et donc c'est parce que j'ai fait un truc vert et rouge. Là, on voit pas bien les couleurs, c'est pas super, mais... Si c'est ça, dans les verts et rouges, on était d'accord sur l'idée, c'est exactement ce que je voulais. Je vais vous laisser la parole dans juste une petite seconde, mais tout à l'heure, on a évoqué le fait de partager un atelier, de collaborer ensemble, de faire parfois des albums ensemble. Joanne, Mathieu, il faut que vous nous expliquiez ça. Il faut demander à Joanne. Ah mince, c'est caché en bas. Devinez sur quoi on travaille, #le ministère secret. Ah oui. Tu peux pas nous laisser juste avec ça. Ah oui, en fait, on travaille sur une bande dessinée qui s'appelle Le Ministère Secret. Donc c'est pas qui est chez Dupuis, dont la prépublication commencera dans Spirou au mois de décembre prochain. C'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. On peut dire un tout petit peu plus Non. Sur ce que ça raconte, non? Non, puisque c'est secret. Ah. C'est Mathieu qui dessine et c'est moi qui écris. Peut-être que vous serez plus chanceux que moi avec les questions. Il y a un truc particulier pour conclure sur ce que tu disais, c'est que quand on est en atelier avec Joanne, même pas très longtemps, on finit à un moment ou à un autre par faire une bande dessinée avec lui. Et je crois que tout le monde y est passé. Hein, il y en a pas que tu as... Riyad? Non, Riyad, même Riyad. Oui, tu as édité Riyad. Tu as édité Riyad, ouais. Donc, le travail de groupe, tu es en atelier avec Joanne, hop, tu fais un album avec lui au moins. Il y a aussi le fait que quand on est en atelier avec Joanne travaille tout le temps. C'est impulsif, on le dit en permanence, mais n'empêche que... Et du coup, tu te sens obligé de travailler aussi tout le temps. Quand tu es à côté de quelqu'un qui travaille, tu vas pas... Donc c'est très... C'est moteur. Ouais, c'est très productif. Est-ce qu'il y a des questions pour Mathieu, Joanne? Ouais. Est-ce que l'atelier, il est grand? Bonjour. Alors l'atelier dans lequel, parce que Joanne lui travaille chez lui, mais c'est grand chez lui. Son atelier est grand parce qu'il s'est débrouillé pour pouvoir inviter des copains. Mais comme il habite loin, on n'y va jamais. Sa maison autour de son atelier. Voilà, c'est ça, exactement. L'atelier dans lequel on travaille Mathieu et moi, il est minuscule. Il tient à peu près dans cette... La scène. Sur cette moquette. Ouais. Non, il fait 30 mètres. Ouais. Il fait un petit 30 mètres carrés. C'est la moquette, là. Ouais, il fait 30 mètres carrés. Un petit peu plus. Ouais, il fait 30 mètres carrés. Moi, ma pièce doit en faire 13, elle tienne 10. Donc c'est tout petit, c'est très chargé et ça ressemble à une chambre d'étudiants, d'enfants, avec beaucoup de livres. Non, on a beaucoup de livres. Non, nous mais avant on était dans un atelier qui était grand. Ouais. L'atelier moi j'ai une pièce qui faisait 40 mètres carrés pour moi tout seul. Vous avez une technique pour bien dessiner? On peut pas révéler le secret. C'est ça, je peux pas te le dire. La seule personne à qui je révèle, c'est mon fils, parce qu'il veut faire du dessin, donc je lui révèle mes tours de magie, mais je ne le dis pas aux autres gens, évidemment, parce que sinon,
C'est la botte de Nevers. Voilà, c'est la botte familiale. On travaille beaucoup en fait, et puis on rate beaucoup. Tu vois, ça marche pas du premier coup. Enfin, moi, je rate beaucoup. Alors, il faut savoir qu'un dessin raté de Christophe, c'est quand même un dessin où on est. Moi, je serais très content de faire un dessin de raté de Christophe. Non, c'est pas vrai. Non, mais il dit ça, il me flatte. C'est vrai. Non, c'est faux. Je fais des dessins des fois qui sont très très mauvais. Je fais des dessins qui sont très mauvais. Je dois recommencer souvent. Je m'y reprends souvent. Je cherche. Ça vient pas forcément du premier coup. Ou des fois, ça vient du premier coup, puis je recommence pour faire un truc mieux, puis je m'aperçois que non, il fallait reprendre le premier. Non, c'est très compliqué. C'est de bien dessiner, puis tu dois beaucoup travailler. C'est comme les musiciens, faut s'entraîner tout le temps, comme les sportifs, pareil. Il faut tout le temps s'entraîner. Enfin, moi, je sais pas, c'est comme ça que je vois le truc. Il y a quand même des trucs qui marchent à tous les coups. La différence entre les musiciens et nous, c'est que les musiciens ont le solfège, nous non. Donc nous, il faut qu'on nous invente notre petit solfège. Donc il y a une loi simple. Si tous les jours tu dessines un petit peu, tous les jours, tu dessines dans un cahier, comme ça tu es obligé de garder tes dessins loupés. C'est souvent ceux qui t'enseignent le plus de choses. Tu ne regardes jamais les dessins des autres pour juger de ton progrès, tu regardes ton dessin de la veille. Tu essaies que ton dessin du lendemain soit un peu mieux que le dessin de la veille. Et le plus important de tout, fais autant de dessins d'après le vrai monde que de dessins d'imagination. J'imagine que tu penses à des samouraïs, des robots, des héros de l'espace. Dessine aussi une fleur, une chaise, un animal qui est à la maison, une personne de ta famille, même si c'est loupé. Même si c'est loupé. Il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a pas d'autre secret. Et le secret des secrets, c'est que si ça t'ennuie, arrête tout de suite. Parce qu'il faut trouver amusant le fait, au bout d'un moment, de passer 8 heures par jour à faire des dessins. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il faut être très patient quand on fait des dessins. C'est un truc de patience. Oui. J'ai trouvé votre vision du cinéma radicalement pessimiste. Je la partage en partie simplement. Par exemple, vous évoquiez Fellini. Je ne suis pas sûre qu'il y a 30-40 ans, Fellini était un cinéma familial. Bien sûr que si. C'était le cinéma qui faisait le plus d'entrées en Italie quand ça sortait. Je ne suis pas du tout pessimiste, je suis un petit peu hegelien et j'ai le sens de l'histoire. Enfin, Salvador Dali disait que les médiums dépendent de la technologie. La technologie cinématographique est arrivée à son apogée dans les années 50-60. Aujourd'hui, elle fait ce qu'elle peut. Aujourd'hui, c'est la maison qui fournit. Je ne suis pas du tout pessimiste. Je pense qu'il y a des cycles historiques et il y a des âges d'or. C'est très beau d'assister au crépuscule d'un moyen d'expression. Ça nous permet de voir le film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, qui est une formidable gifle à notre époque et qui est un formidable film d'historien. Je ne suis pas pessimiste. Enfin, j'ai entendu le mot moribond. Ah oui, mais c'est beau la mort. Les Japonais disent qu'il n'y a rien de plus beau que les cerisiers en fleurs avant que les fleurs tombent. Ouais. Oui, le cinéma est en train de mourir. La fin du monde, c'est pour bientôt, vous inquiétez pas. D'accord. Il n'y a pas que le cinéma, on est dans la merde. D'accord, je comprends mieux. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour. J'avais une question pour vous, Mathieu Sapin, parce qu'on a appris que le cinéma, c'était pas évident finalement pour vous au départ. Qu'est-ce qui vous a amené à réaliser un film C'est des concours de circonstances. C'est d'abord de voir mes copains qui venaient au cinéma et qui avaient l'air d'y prendre du plaisir. Et puis en plus, j'étais aux premières loges, puisque comme je le disais, j'ai eu l'occasion de voir Johan travailler, et puis Riyad aussi. Et par ailleurs, on est venu, ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on m'a proposé. Il y a 2 producteurs différents qui m'ont proposé de m'intéresser à des projets très variés d'ailleurs, mais qui étaient plus ou moins inspirés de bandes dessinées que j'avais pu faire. Et moi, j'ai tendance à jamais dire non, je ne sais pas pourquoi. Donc je dis oui, et après je réfléchis, je me dis dans quoi je me suis embarqué. Mais en plus, en termes de cinéma, quand on m'a proposé par exemple Le Poulain, donc l'idée, le producteur qui m'a proposé ça, c'est Stéphane Partenay de chez Pyramide. Il aimait bien les bandes dessinées politiques que j'avais fait. Et il m'a dit, voilà, si tu as envie de faire quelque chose dans cette veine-là, ça nous dit. Et donc j'ai dit oui. Et puis après, je me suis dit, qu'est-ce que ça implique ?
mais tout en me disant, de toute façon, le cinéma, il y a tellement peu de chances que les choses parviennent à leur terme, que de toute façon, j'aurai bien le temps de réfléchir. Et voilà. Et puis finalement, parfois, des choses se font. Et il y a un côté souvent miraculeux. Quand les films que vous voyez en salle, je pense, sont toujours des petits miracles. C'est-à-dire que c'est des projets qui ont passé la barre de plein de commissions, d'aide à quelque chose. Il y a pas eu il y a eu plein de facteurs positifs qui ont fait qu'à l'arrivée, ça devient un film. Pas forcément un bon film, mais en tout cas, ça devient un film. Et voilà. Donc moi, ça paraît un peu irritant comme ça à dire, mais c'est vrai que je me suis dit, on verra bien, et j'ai eu de la chance. Ouais. Merci. Après, dit comme ça, je réfléchis en même temps. Il faut quand même beaucoup de détermination. Hein. C'est pas, quand on se lance dans un projet de cinéma, il faut quand même y croire. Il faut quand même montrer de la volonté et de l'envie. Donc il y a ça aussi. Mais si on y met trop de soi-même, on peut aussi être déçu. Tu disais, c'est que de toute façon, le parcours est toujours chaotique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de film, même ceux qui quand ils aboutissent et qu'ils ont l'air maîtrisés comme ça, ils ont toujours connu des parcours chaotiques. Je ne pense pas que ça existe, qu'un film arrive sans un moment, les gens se disent « Ah bah merde, on ne peut plus le faire, là, c'est plus possible », alors qu'à tel stade, parce que tel acteur dit non, parce que finalement, telle personne, entité qui doit financer, finance plus. C'est tout le temps des trucs comme ça. Et c'est ça qui est très difficile par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on est trop enthousiaste, on est frustré tout le temps. Mais en même temps, il faut arriver à tenir un enthousiasme qui s'effondre. Et c'était frappant parce que moi, pour avoir travaillé par exemple avec quelqu'un que j'imaginais qui avançait comme ça, comme un bulldozer, parce qu'il était, c'est Bertrand Tavernier, on dit, lui, il n'y a pas de problème, il veut faire un film. Non. Même pour Bertrand, à chaque fois, c'était super. Le film a failli pas se faire. Oui, à chaque fois, c'était un parcours chaotique. C'est-à-dire qu'il y a des moments, alors que les deux films qu'il avait fait avant, ça avait pas mal marché. C'était des films qui remplissaient leur budget tout juste, qui est assez rare, mais c'était des assez gros budgets. Et même pour lui, et puis il a la renommée qu'il a. C'est un des derniers. Mais surtout quand on vient de la bande dessinée, ou la bande dessinée, du moment où on a décidé qu'on allait se lancer dans un projet, il y a surtout nous, c'est ce que je dis, on a de la chance. C'est-à-dire que dès qu'on a un projet, qu'on en parle à l'éditeur dit oui. Enfin, c'est un coup de fil. Et puis après, si on a des gens à faire rencontrer, le problème, il vient partir dans la réalisation du bouquin, mais pas dans l'acceptation par celui qui va l'éditer, le distribuer. Le cinéma, c'est très impressionnant. Il ne faut pas se laisser, quand il y a un producteur qui vient voir et qui est très enthousiaste, et on se monte le bourrichon avec lui, et on se dit « Ah super, je vais faire mon truc. Ah tiens, je vais faire un western, génial. » Et en fait, non. C'est super, parce qu'on rentre chez soi, prendre de la finir, je vais faire un western. Et puis là, on tombe dans la dépression très rapidement, parce qu'on n'a plus de nouvelles pendant un moment, après ça revient, les gens viennent, il y a une excitation à nouveau, puis on va jusqu'à l'écriture d'une première version, puis on est là, si on commence quand on écrit, il faut qu'on y croie, comme je disais, écrire, c'est la partie la plus délicate, la plus douloureuse, la plus difficile, qui est vraiment le socle de tout. Donc il faut qu'on y croie, et puis quand on est dedans, on le fait comme si ça allait exister, parce que si on se dit ouais peut-être, on n'y arrive pas. Puis en même temps c'est douloureux, parce que une fois qu'on a fini, voilà. Il y a deux exceptions notables de cinéastes français qui ont réussi à faire un film par an pendant toute leur vie sans trop se faire emmerder. Enfin, il y en a un des deux qui voyait beaucoup les huissiers. Le premier, c'est Chabrol, le deuxième, c'est Mocky. Et ils ont réussi à faire du cinéma comme on fait des feuilletons, et c'était formidable. Après, il y a une chose qu'a pas évoqué Mathieu, c'est que quand on a eu la chance d'être auteur, que ce soit de bande dessinée ou de roman, on a le métier le plus tranquille au monde. On vous fout une paix royale. Et vous quittez ça pour devenir scénariste de cinéma, et là, vous entrez dans la profession la plus maltraitée au monde. C'est-à-dire, n'importe quel acteur du film, que ce soit un comédien, que ce soit un financier, que ce soit un producteur, a une opinion qu'il a eue le matin pendant sa digestion sur ce que vous avez écrit, il faut tout réécrire. C'est-à-dire, vous êtes pire que le bassiste dans un groupe de rock. C'est-à-dire, le scénariste de cinéma, c'est la personne la plus importante et sur qui tout le monde va s'essuyer les pieds pendant tout le film. Vous devez subir le comédien qui dit « Non, ça, je vais plutôt le dire comme ça ». Alors, pour lui faire plaisir, vous le tournez, puis ensuite, vous mettez votre phrase quand même. Et alors, partir d'auteur pour arriver en scénariste,
c'est une leçon d'humilité extraordinaire. Et là, pour le coup, c'est un vrai miracle. Quand un scénariste parvient à maintenir ce qu'il voulait dire jusqu'à l'écran, et en plus, quand ce scénariste n'est pas réalisateur, là, on a affaire à c'est un saint. C'est un métier de saint, scénariste. Après, il y a pire, il y a scénariste de dessins animés pour la jeunesse à la télévision. Donc ça c'est le soldat inconnu, c'est encore autre chose. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non? Merci à tous. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous les trois d'avoir partagé ce moment. Et bonne fin de festival.